Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la dernière étape du Tour du Pays Basque. On va revenir un petit peu sur cette journée, top, flop, avec également les différents classements. Pour conclure cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas à aller voir les vidéos sur Paris-Roubaix, notamment si vous les avez ratées. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Super thanks, je remercie les gens déjà qui le font. Ça c'est seulement si vous avez les moyens. Et ça se passe dans les commentaires. Et on commence tout de suite par cette dernière étape du Pays Basque. Étape donc qui a eu lieu samedi, en même temps que la course femmes du côté de Paris-Roubaix. Et il y a eu du spectacle sur cette dernière étape. Là encore, hein, c'est vrai que ça a été un peu le résumé de cette semaine de compétition. Beaucoup d'étapes, beaucoup de difficultés en fait à prendre la bonne échappée. J'ai envie de dire, à part vendredi, où l'échappée s'est faite plutôt rapidement, et encore ça a dû, je crois qu'il y a eu une vingtaine de kilomètres, et mardi, où aussi l'échappée s'est faite vite, parce que c'était une étape plutôt plate. Sinon sur le reste de la semaine, on a eu quand même 3 jours avec des étapes où en gros ça a peu débranché dans la journée, dans des conditions qui ont été sacrément difficiles, notamment dans la dernière heure de course avec énormément de pluie, et puis un général qui s'est décanté, et au final, j'ai envie de dire qu'on a gardé presque la hiérarchie que l'on avait lors des jours précédents. Il y a eu quelques différences, je dirais, avec Jordan Gégat, avec Lipovitz. Lipovitz qui s'est planté, Gégat qui a fait une bonne journée en partant à l'avant de la course, mais je dirais qu'il y a eu peu de différence. Petite information, parce que c'est arrivé un petit peu tard, Guillaume Martin était tombé lors de cette étape, mais il a été reclassé. Guillaume Martin Guyonnet, donc qui est revenu dans le classement général. Donc ce qui fait que ça le place 12e, voilà, alors qu'avec sa chute, il aurait été relégué. Voilà, Guillaume Martin Guyonnet, mais il a été recalé à la 19e place de l'étape, tout simplement car c'était une arrivée sur le plat. Si ça avait été une arrivée en bosse, la règle ne se serait pas appliquée. Encore une fois, si ça avait été vraiment une arrivée en montée, la règle des 3 km ne serait pas appliquée. Là, c'était une arrivée sur du plat. Donc, même si on était sur une étape de moyenne montagne, la règle des 3 km s'applique dans ce genre d'arrivée. Voilà, donc pour notre ami Guillaume Martin, ça l'a plutôt bien arrangé parce que sa chute en descente s'est déroulée dans les 3 derniers kilomètres, mais il a été reclassé. Donc ça lui met une 12e place du côté du classement général de cette étape. Voilà, c'était la petite information du jour. Pas grand chose d'autre à dire. On passe tout de suite du côté des coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top sur cette dernière étape, eh bien Joao Almeida. Joao qui pourra dire quand même merci à 2 coureurs, que ça soit Del Toro et Großschartner, Großschartner qui a fait des gros relais sur le plat, qui a été très présent, et également un petit peu Del Toro sur la fin. Par contre, le reste de l'équipe UAE, j'ai envie de dire, comme sur le reste de la semaine, n'a pas été incroyable, hein. C'est vrai que McNulty a eu du mal. Bon, Arrieta a abandonné, mais il était tombé la veille. Marc Solé a été moins présent, et c'est vrai que McNulty a été assez inexistant sur cette semaine de compétition, mais heureusement il y a eu du grand Félix Großschartner, il y a eu également Isaac Del Toro, et puis Almeida qui a dominé ce Tour du Pays Basque. C'est vrai qu'il faut le dire, hein, il n'y a pas eu vraiment d'adversaire à son niveau sur ce Tour du Pays Basque, que ça soit Enric Mas, que ça soit Skjelmose, que ça soit Van Wilder, par exemple, que ça soit Velasco Aramburu, tous ces coureurs-là n'étaient pas au niveau pour battre Joao Almeida. C'est vrai qu'on avait une liste de départ plutôt faiblarde sur ce Tour du Pays Basque,
lié à la chute de l'an dernier. Hein. On voit bien que tous les leaders n'ont pas voulu venir. Hein. Remco Evenepoel n'a pas repris sur cette course. Vingegaard n'est pas venu non plus. Beaucoup de coureurs ont fait l'impasse et ont préféré aller sur le Tour de Romandie, à mon grand malheur, parce que j'avais décidé plutôt de faire l'impasse sur le Tour de Romandie. Donc normalement, je fais l'impasse sur le Romandie. Ce qui m'arrange pas des masses, voilà, parce que je ne suis pas chez moi. Mais j'avais prévu ça en début de saison, voilà, j'avais anticipé, à mon grand malheur. Mais du côté de Joao Almeida, oui, il n'avait pas d'adversaire à son niveau hein, sur cette semaine. Ça montre hein, que Almeida, ça fait partie quand même, je dirais aujourd'hui, du top 5, top 6 des meilleurs grimpeurs aujourd'hui et des meilleurs coureurs par étape. Du côté de Joao Almeida, même si l'an dernier sur la Vuelta il n'a pas réussi à performer, on voit que ça fait partie des meilleurs coureurs. Il a vraiment gagné sa place. Almeida, je disais pendant très longtemps, c'était quand même le troisième larron du côté de chez UAE, où il y avait d'autres coureurs devant lui dans la hiérarchie. Et puis aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment il y a Pogačar, il y a Almeida. Certes, vous avez Ayuso, vous avez des bons coureurs derrière, mais Almeida, on sait que c'est une valeur sûre aujourd'hui sur des courses par étape d'une semaine, et ce qui n'est pas encore totalement le cas de la part de Juan Ayuso, par exemple. Et Almeida, voilà, son seul défaut, c'est ce côté un petit peu moteur diesel, mais il a réussi à être performant, et pourtant, vous savez que je ne le mettais pas parmi mes favoris en début de semaine, mais je trouve qu'il a très bien construit sa course et qu'il s'en est très bien sorti. Voilà, je pensais que un Lipovic marcherait mieux, notamment sur cette semaine, mais il s'en est très très bien sorti, Joan Almeida. Donc, belle semaine de compétition, j'ai envie de dire presque sur cette dernière étape. RAS, il a été performant, mais RAS, il n'a pas vraiment été inquiété du côté de Joan Almeida sur cette dernière journée. Donc, belle satisfaction du côté du Portugais. Deuxième coureur top, Benelli. Alors déjà, vendredi, hein, on avait retrouvé du très bon Benelli. Mais alors là, Benelli en échappé 2 jours de suite. Oui, on a le Benelli de 2023. Voilà, hein, si on avait encore des petits doutes, on a le Benelli de 2023 qui est capable de faire des sacrés numéros. Voilà, et ça veut dire que sur les Ardennaises, bah, c'est un coureur qui va peut-être tenter des choses. Voilà. De toute manière, sur les Ardennaises, si Pogačar s'aligne sur les 3, après, il faudra voir le niveau de fatigue qu'il aura. Ça sera l'interrogation avec le fait d'avoir fait Paris-Roubaix en plus. Mais en gros, ça va être dur d'aller le chercher. Donc, il va falloir tenter des choses. Benelli fait partie des coureurs qui sont en capacité de tenter et qui a montré sur cette semaine déjà une belle montée en puissance. Il avait fait un bon contre-la-montre, il a eu un peu plus de mal mercredi. Par contre, la fin de semaine a été très intéressante. Et là, aujourd'hui, malgré le fait qu'il était dans l'échappée, il arrive quand même à finir 3e, malgré les engueulades d'Henrik Mas. Alors, on peut revenir 2 secondes sur Henrik Mas. Alors déjà, le mec, bon, attaque jamais, hein, ça c'est déjà assez chiant. Mais en plus, vraiment derrière ma télévision, je me dis, mais quel connard, putain, d'engueuler Benelli. Faut vraiment... Alors, soit faut pas être intelligent, soit faut vraiment être un enculé, quand même, au bout du rouleau, pour demander un relais à Benelli qui est en échappé depuis 2 jours. Et qui s'est cassé le cul pour être en échappé depuis 2 jours, et qui a fait donc l'échappée en tête, et qui s'est fait rattraper par les 2 de devant. Mais je me suis vraiment dit ça derrière ma télé, mais putain, mais quel enculé. Vraiment, Henrik Mas, je sais, c'est vraiment une tête à claque, vraiment une tête à claque. Parce que le mec, mais pas une attaque, et encore une fois, il a quasiment pas attaqué aujourd'hui sur cette étape-là, et il demande aux autres de relayer. Enfin, il y a un moment... Si tu veux pas avoir des poids morts, t'avais qu'à faire une attaque, mon petit coco, et essayer de te débarrasser de tout le monde. Voilà, fallait peut-être être un peu plus offensif du côté d'Henrik Mas. Mais oui, Benelli, on a retrouvé le grand Benelli. Le Benelli de 2023, celui qu'on avait un peu perdu l'an dernier, le mec capable de faire des grands raids solitaires et qui sera dangereux sur les Ardennaises parce que, encore une fois, si les adversaires de Pogačar sont intelligents, c'est 1 contre tous. En gros, on sait que Pogačar est le meilleur dans les courses
de ce type-là. Donc il faut être sur son paletot tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Essayer de l'isoler, même si on voit que sur Paris-Roubaix, malgré une équipe qui n'a pas été vraiment enfin qui n'a pas été exceptionnelle, il a réussi à s'en sortir. Mais il faudra le harceler, il faudra vraiment être tous contre lui. Si tu veux le battre, c'est presque ça qu'il faut faire. Donc il va falloir s'entendre entre équipes aussi. Ça, c'est, je pense, quelque chose qu'on n'aura pas. Mais il va falloir attaquer à répétition, répétition, répétition. Il va falloir tenter de loin. Benelli est en capacité de tenter de loin, est en capacité de résister. Donc on verra ce que ça donnera du côté de l'Irlandais. Surtout avec un parcours de l'Amstel qui est désormais, avec un dernier passage au Coburg, va favoriser Pogačar. Avec ses multiples passages au Coburg, parce que imaginons qu'on soit encore à 15 au pied du dernier passage du Coburg, en gros personne n'arrivera à résister au punch de Pogačar. C'est-à-dire qu'il peut gagner en partant de loin, mais il peut gagner aussi en attendant la dernière minute. Que ça soit sur l'Amstel, et on sait qu'aujourd'hui, avec un Remco Evenepoel qui va être quand même sur Liège en manque de jours de course, avantage Pogačar, voilà, hein, très clairement. Déjà d'habitude, on aurait dit avantage Pogačar, mais encore plus cette année, on ne voit pas qui va pouvoir affronter même Tadej Pogačar sur ces courses-là. Et c'est là où il va falloir être intelligent, il va falloir être offensif. Et je pense que Benelli, qui va arriver en pleine confiance, aura les qualités pour le faire. Troisième coureur top, un coureur d'une équipe française, c'est Jordan Gégat. Très belle course, hein, samedi de Jordan Gégat. Lui aussi, il a anticipé. Je m'attendais à ce que d'autres coureurs anticipent, des coureurs bien positionnés au général. J'ai été un peu déçu que certaines formations ne tentent pas énormément d'aller chercher l'échappée, de tenter beaucoup de choses. Jordan Gégat, lui, a été offensif. Mais là aussi, j'ai trouvé sur cette semaine de compétition un Jordan Gégat beaucoup plus intéressant que ce que j'avais vu depuis le début de saison, où je l'avais trouvé pas exceptionnel. Voilà, j'avais pas été forcément impressionné par ce qu'avait réalisé Jordan Gégat depuis le début de saison. Là, j'ai trouvé vraiment que c'était très intéressant sur cette étape. Il a bien résisté. Alors, tu sens que sur la fin, il n'y a plus rien dans les sockets. Hein. Il a vraiment été au bout du bout, Jordan Gégat. Mais c'est vrai que son début de saison, je l'avais trouvé pas exceptionnel. C'était moyen. Voilà, c'était un petit peu même décevant pour moi. On voyait pas un Jordan Gégat passer un cap. Là, déjà, je retrouve un Jordan Gégat intéressant. Et sur une course World Tour, alors certes, avec une opposition qui n'a pas forcément été la meilleure au monde sur cette semaine de compétition, eh bien, je trouve que le Français s'en est extrêmement bien sorti. Donc, il faudra voir également ce que ça va faire durant la semaine. Et puis, surtout, il a résisté. Autant Stef Kras s'est écroulé, comme souvent quand même sur les derniers jours de course, autant Jordan Gégat a vraiment fini fort. Alors dommage, il gagne pas tant de places que cela au niveau du classement général. Ça ne lui permet pas de rentrer dans le top 10 du côté du français. C'est Champoussin qui finit même 10e et premier français de la course. Mais je trouve que voilà, ça a été intéressant ce qu'il nous a proposé sur cette étape. Et ça va peut-être enfin lancer sa saison et le mettre en confiance. C'est ce qu'on attend de lui. Aramburu, il ne s'est pas écroulé. Il ne s'est pas écroulé aujourd'hui. On aurait pu s'attendre à ce qu'il s'écroule, Alex Aramburu. On aurait pu se dire, au bout de 5 jours de course où il a été ultra performant, là en plus sur une journée où il y avait quand même 3700 mètres de dénivelé positif, un enchaînement de cols, avec certes des zones de transition, mais quand même un enchaînement de cols, je me disais, du côté d'Aramburu, au bout d'un moment ça va craquer quoi. Au bout d'un moment, il va s'écrouler. Il ne s'est pas écroulé. Il a montré que c'était un des hommes forts sur cette semaine de compétition. Il va falloir se méfier d'Alex Aramburu aussi du côté des Ardennais. C'est peut-être là où Cofidis va marquer au final beaucoup de points. Et il sera également sur des épreuves de Coupe de France, notamment le Grand Prix du Morbihan du côté de la Bretagne. Et là, c'est sûr que ça sera un atout de poids pour la Cofidis pour aller marquer des gros points. Mais Aramburu, il a été très performant sur cette semaine de compétition. Enfin, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a proposé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive à rivaliser autant avec les meilleurs sur cette semaine de compétition. Et là,
c'est intéressant même pour la suite de sa carrière, parce qu'Alex Aramburu a 29 ans et on se dit, bah, pourquoi pas aller plus sur un profil grimpeur, essayer de progresser en montagne. C'est vrai qu'on le voyait plutôt puncher, sprinter puncher. Eh bien, on s'est peut-être planté avec Aramburu. C'est peut-être plutôt sur un profil un peu plus grimpeur. Et là, on se dit qu'avec ce profil-là, il y a des choses qui peuvent être intéressantes du côté d'Alex Aramburu. Il y a des opportunités qui peuvent se dessiner, notamment sur des victoires d'étape sur les grands tours, parce qu'on doit faire le Tour de France et on se dit qu'il y a des opportunités, mais également, pourquoi pas sur les Ardennaises, si la course se passe correctement, eh bien peut-être qu'Aramburu arrivera à faire des bonnes choses, et je pense que Alex Aramburu a progressé du côté du coureur espagnol, et c'est très intéressant. Et tu te dis que Cofidis a eu le nez creux. Souvent les gens critiquent Cédric Vasseur. Là, il a eu le nez creux, Cédric Vasseur, de le recruter, parce qu'au final, il va marquer beaucoup de points. Le coureur espagnol, il n'était pas mauvais chez Movistar, mais là, vraiment, j'ai trouvé des très très bonnes choses sur cette semaine de compétition autour du Pays Basque. Alors, c'est vrai que sur Tirreno, il avait déjà pris 2 top 10, mais c'était du sprint sur Tirreno Adriatico. Et puis, 3 top 20, dont un top 10 du côté de Palma des Trofeo Palma de Majorque, 12e de la Fun Drôme Classique, mais là, sur le Tour du Pays Basque, vraiment en montagne, il a été bon, et encore une fois, sur une journée qui a été difficile aujourd'hui. Et puis Simone Velasco, belle semaine de Simone Velasco qui finit au final 8e du classement général, ce qui permet à Astana de marquer encore une centaine de points avec pas mal de places d'honneur du côté du coureur italien qui est chez Astana depuis 2022. Ça fait depuis quelques années qu'il est dans la formation kazakh. Là encore, un coureur très intéressant. Un coureur souvent un peu sous-estimé, Simone Velasco. C'est vrai que c'est pas le nom qui sort en premier quand on parle même des coureurs de la Astana. Et pourtant, je trouve que c'est un coureur qui est très intéressant. Simone Velasco, là aussi, ça monte en puissance pour les Ardennaises. Lui, il a vraiment un vrai profil Amstel, je trouve, Velasco. C'est vraiment une course qui peut lui convenir. Et puis, sur ce qu'il a montré sur cette semaine, là également, sur des bosses un peu plus importantes, et on se dit que Liège-Bastogne-Liège, il peut s'en sortir, vu ce qu'il a montré encore une fois cette semaine. Et on se dit surtout qu'Astana va encore marquer des sacrés points dans les prochaines semaines, si tout se passe bien du côté de l'équipe kazakh. Coureur en fin de contrat, Simone Velasco, ça pourrait intéresser des formations, du côté des formations pour aller recruter Simone Velasco. Tu vois, je me dirais une Lotto Soudal, qui s'appelle plus Lotto Soudal, Lotto tout court, pourrait être intéressé. Par exemple, un profil comme ça, en complément de Van de Velde, ça pourrait être un coureur qui intéresse la Lotto, pourquoi pas même Israël. Alors après, ils ont déjà Frigo, par exemple, Israël. Ils ont déjà quelques coureurs talentueux sur ce profil-là, ou même un Corbin Strong, donc je dirais qu'il y a moins d'intérêt. Mais pourquoi pas Intermarché, par exemple, là aussi, sur des profils comme ça, où ils n'ont pas forcément ce registre-là. Ils ont Guilhermet, mais Guilhermet, il passe pas aussi bien les bosses qu'un Velasco, donc ça peut être intéressant. Un coureur qui peut marquer aussi beaucoup de points UCI sur l'année quand il s'en sort bien. Donc c'est un coureur dont il va falloir se méfier sur le marché des transferts. Après, ça sera intéressant pour Astana de le conserver. On est d'accord là-dessus. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne sur cette semaine. Du côté des bonnets d'âne sur cette dernière étape, je commence avec Lipovic. Un peu déçu de sa dernière journée, c'est vrai qu'il a souffert sur cette dernière étape. Alors je le trouvais déjà un petit peu moins bien jeudi par rapport à mercredi. Je pense que jeudi il voulait vraiment faire la différence, et en gros quand il arrive à revenir sur le groupe de devant, tu sens qu'il n'a pas la capacité d'en remettre une. Alors il s'en sort bien quand même dans l'affaire, parce qu'il a une belle gestion de l'effort. Je pense qu'il lui vient du biathlon, donc même dans un jour sans, il a réussi quand même à s'en sortir, mais les jambes n'étaient pas bonnes. Voilà, donc à un moment, il n'y a pas de miracle possible du côté de Florian Lipovic. Dommage, parce que il y avait un bon classement et un podium.
enfin une deuxième place sur le podium, qui était jouable du côté de Lipovic, c'est qu'à la fin, bien tu finis quatrième, derrière Charman, alors que je pense que Charman était prenable, et puis l'écart par rapport à Almeida, là aussi il fait un peu mal, hein. Almeida n'ayant pas fait de très grosses attaques, et bien pourtant il y a 2 minutes d'écart entre les deux, et une dernière journée du côté de Lipovic, où il arrive à revenir, mais il y a un moment il était vraiment dans la pampa, à plus de 50 bornes de l'arrivée, il était vraiment complètement dans la pampa, et seulement avec Van Gils, qui a fait un énorme travail, hein, Van Gils du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe, pour tenter de ramener Lipovic, qui ensuite a fait le jump au bon moment, pardon. Je me suis un petit peu étouffé. Mais du côté de Lipovic, oui, la tape a été dure, et tu sens qu'au niveau des jambes ça a été compliqué, et qu'il a eu du mal à finir sur cette semaine de compétition. Et c'est vrai que j'avais des attentes importantes, hein, du côté de Lipovic, et bah, il n'a pas réussi à répondre à mes attentes. J'avais bien aimé notamment son Paris-Nice, et j'étais confiant sur ce Tour du Pays Basque. Mais ça a été un petit peu plus compliqué à gérer pour lui. Or, peut-être également une course qui était peut-être pas prévue totalement au départ, où on l'a mis sur cette course-là parce que Roglic ne voulait pas faire le Tour du Pays Basque, ce qui fait que ça a un petit peu décalé son programme. Bon, maintenant, Lipovic, direction le Dauphiné, hein, c'est un peu comme Matteo Jorgensen, c'est des coureurs qui vont avoir une grosse coupure avant le critérium du Dauphiné, et puis ensuite normalement le Tour de France, hein, pour Florian Lipovic, qui est en fin de contrat. Florian Lipovic avec la Red Bull Bora-Hansgrohe, voilà, donc on verra si on arrivera à faire renouveler son contrat. Je pense que Red Bull mettra l'argent, hein. C'est un coureur allemand, je pense que Red Bull a intérêt d'un point de vue économique à essayer de mettre de l'argent sur Florian Lipovic. Donc je pense que voilà, on devrait le retrouver du côté de Red Bull Bora-Hansgrohe, mais encore une fois, il faudra réussir à sécuriser le contrat. Deuxième flop, la Tudor. En gros, les jours se suivent et se ressemblent, hein, du côté de l'équipe suisse. Ça n'a pas été exceptionnel, hein. Alors oui, on a tenté d'envoyer Marc Hirschi dans l'échappée. Bon, ça n'a pas été d'une efficacité record. 3 coureurs quand même, hein, ont abandonné. Alors il y a eu un non partant sur cette étape, Fabian Weiss. Luc Vertgen également abandonné. Et Julien Alaphilippe, hein, qui n'a pas fini cette course. Il avait été lâché assez loin, hein, à plus de 50 km de l'arrivée. Il était déjà lâché du peloton principal, avant même les grosses attaques, on va dire, dans le groupe de tête. Donc il n'arrivait vraiment pas à suivre la cadence. Marc Hirschi, bon, bah, il a été assez transparent sur cette semaine de compétition, parce que certes il a pris l'échappée, mais il a été lâché assez vite au final de l'échappée. Il n'a pas réussi à s'en sortir. Et puis Yanis Voisard, 44e, mais au final le premier Tudor sur cette semaine, c'est Yanis Voisard, et c'est le seul même qui marque des points UCI du côté du classement général. Donc ça a été un petit peu une débâcle, voilà, cette semaine du côté de la Tudor. Il faudra se remettre aux avant-postes et se remettre à l'attaque, hein, pour les différentes classiques, parce que bah, c'est quand même l'objectif principal. Ce sont les Ardennaises du côté de la Tudor, et ça serait bien de retrouver un petit peu de l'allant du côté de cette équipe, parce que pour le moment, eh bien, on est passé on est quand même bien passé à côté sur cette semaine de compétition. Alors là aussi, on peut se poser des questions du côté du matériel, hein, du côté de la Tudor, parce qu'on est sur des vélos BMC du côté de la Tudor. Mais je rappelle que Decathlon AG2R, il y a 2 ans, ils avaient des vélos BMC, hein, en 2023. En 2024, ils sont passés sur du Van Rysel. Alors tout le monde disait, je me souviens, pendant la pré-saison, BMC, marque haut de gamme, ils vont Van Rysel, ça va être un cauchemar, ils vont perdre en performance. Au final, ils ont gagné en performance. Donc BMC, c'est peut-être plus si exceptionnel que ça en termes de vélo. Et c'est peut-être ce qui leur a manqué
sur cette semaine de compétition, mais il faut le dire que là, ça n'a pas été exceptionnel et on peut être assez déçu au final de la performance de la Tudor, et on se dit que ça fait quand même depuis un gros mois que l'équipe est assez transparente. C'est vrai qu'il y a eu Trentin sur Milan-San Remo. C'est pour moi leur dernier gros résultat. Il y avait eu un début de mois de mars intéressant, notamment avec Storer. Mais depuis, ils sont passés un petit peu à la trappe. Et cette deuxième partie de mois de mars, première partie de mois d'avril, n'a pas été exceptionnelle. Alors cette semaine, ils seront sur le Tour des Abruzzes et la Flèche Brabançonne. Flèche Brabançonne donc, qui aura lieu le 18. Donc ça sera vendredi. On verra comment ça se passera pour cette équipe avant l'Amstel, le Tour des Alpes et la Flèche Wallonne qui seront les prochains objectifs du côté de la Tudor Pro Cycling. Et puis je termine avec Quick-Step. Là aussi dommage Quick-Step parce que je pense qu'ils avaient les possibilités de faire des grosses différences. Mais ils ont préféré conserver leur place du côté du classement général. Je les ai trouvés très discrets au final du côté de la Quick-Step. Je trouve qu'ils n'ont pas essayé d'attaquer à l'avant de la course, qu'ils n'ont pas essayé d'être offensifs. Je pense que ça aurait été peut-être intéressant. Il y avait deux possibilités pour moi du côté de la Soudal Quick-Step. C'est-à-dire soit vraiment tu tentais le gros brand-ball combat et t'envoyais Van Wilder dans l'échappée. Ça, c'était la première option, t'envoyer Van Wilder dans l'échappée et puis ensuite t'essayer de résister le plus longtemps possible en sachant que tu avais toujours Charman en réserve. Donc voilà, donc ça pouvait être intéressant, mais il fallait réussir à faire échapper Van Wilder, ce qui était loin d'être évident. Soit la solution, c'était d'envoyer Garofoli, qui a fait une bonne semaine, Garofoli, jeune coureur italien, Gianmarco Garofoli, de l'envoyer dans l'échappée. Voilà, Garofoli. Et puis ensuite, d'essayer de s'en servir comme point d'appui pour à la fois Charman ou Van Wilder. On a plutôt été sage du côté de la Soudal Quick-Step. Alors ça reste quand même une bonne semaine, parce que c'est vrai qu'à une époque, si on nous avait dit que la Soudal Quick-Step ferait une meilleure semaine sur le Tour du Pays Basque, des meilleurs résultats sur le Tour du Pays Basque plutôt que sur Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, il y a 10 ans tu disais ça, tout le monde se foutait de ta gueule. Bon, aujourd'hui, c'est une réalité du côté de la Soudal Quick-Step. Voilà, la semaine est intéressante, on a retrouvé Charman. Bon, Van Wilder, le résultat est correct, même si on aimerait que ça passe un cap du côté de Van Wilder. C'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre faim du côté du coureur belge. On aimerait que ça arrive à progresser dans la hiérarchie mondiale du côté de Van Wilder. Garofoli est à la bordure du top 30 du côté du classement général. Mais je pense qu'il y avait des choses intéressantes à faire du côté de la Soudal Quick-Step, mais qu'on a manqué de prise de risque du côté de l'équipe italienne. Donc pour moi, voilà, petite déception de ce côté-là. On regarde tout de suite les différents classements. Pour conclure cette vidéo, les différents classements avec les points UCI associés. Alors le classement de l'étape, rapidement, donc victoire de Almeida devant Henrik le hurleur Mas et Benelli. On avait ensuite Del Toro et Aramburu, Jordan Jegat, premier français devant Champoussin sur l'étape. On peut voir aussi la montée en puissance de Thibaut Nice sur ce dernier week-end de course comme Santiago Buitrago. Du côté du classement général, donc Almeida vainqueur devant Enric Mas, Charman, Lipovitz. Et Schielmose qui complète ce top 5, premier français Champoussin, devant Berthet, Guillaume Martin, Jordan Jegat dans le top 15. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On voit Axel Laurence aussi dans le top 20. Donc pour quelqu'un qui n'est pas forcément un grimpeur, c'est plutôt une très bonne chose. Du côté du maillot de meilleur sprinter, du classement par points, c'est Almeida qui s'impose devant Aramburu, Benelli, Charman et Del Toro. Le classement de la montagne est remporté par Armirail, qui a été à l'attaque quand même très régulièrement sur cette semaine, et contrairement au Tour de Catalogne, là il ne s'est pas fait avoir le dernier jour, devant Benelli, Marc Solé, Enric Mas et Joao Almeida. Du côté du maillot blanc, Del Toro a dépassé Brio Roland, qui s'est un petit peu écroulé sur cette dernière étape. Donc Del Toro qui s'impose devant Brio Roland, Romain Grégoire, Léo Bizio.
Voilà, qui finissent à moins de 20 minutes. Et puis du côté du classement par équipe, eh bien Soudal Quick-Step passe devant, grâce notamment à Garofoli, devant Astana, Groupama, UAE, Lidl Trek. Voilà, du côté de ce tour du Pays Basque. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Mec Production. Ciao, ciao!